En fait, ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est un concept très imprécis. C'est un concept qui vient des marchés financiers au départ et qu'on a rapatrié dans le champ de l'économie dominante pour le substituer au concept de développement. Donc, durant de longues années, l'idée c'était de sortir du sous-développement et de devenir des pays développés. Ensuite, après que l'on se soit désigné comme sous-développé, qu'on a accepté la dénomination, on est passé à pays en développement. C'était pour dire que le processus était amorcé, même si on ne savait pas quand est-ce qu'il arriverait. Et puis ensuite, on l'a remplacé par le concept d'émergence. Et au fond, ça relève de la même critériologie. En fait, ça ne veut fondamentalement rien dire. C'est-à-dire que même les pays dits émergents n'ont pas des propriétés qui nous permettent de les classer sous une même étoile et bannière. Et ça a été l'occasion de ce que j'appellerais une phraséologie gouvernementale, c'est-à-dire mettre en place des programmes d'émergence à horizon de 20 ans et de convaincre les gens qu'on était dans une marche vers l'émergence. Le problème déjà de ce concept, c'est que lorsqu'on dit qu'on va vers l'émergence, ça veut dire qu'on accepte qu'on est immergé, qu'on est sous l'eau et que notre situation présente, la catégorie dominante qu'il a décrite, c'est la catégorie de l'économie néolibérale et toutes les autres formes de notre rapport au monde qui sont importantes, notre sociabilité, notre vie politique, notre vie culturelle, notre vie psychologique, notre rapport à l'écologie ne rentre pas dans. Donc tout ceci est subsumé sous le concept de nous serions immergés et nous devrions émerger des eaux. C'est déjà un concept qui est problématique de ce point de vue-là. Deuxièmement, les critères pour l'apprécier sont tellement imprécis et tellement différents qu'on ne s'en sortirait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une critériologie admise par tout le monde pour dire voici les caractéristiques d'un pays dit émergent. Et en plus, ça nous réinstalle dans l'échelle d'évaluation qui classe les nations. Certaines prennent la tête du classement, puis etc. D'autres seraient derrière, etc. Et du coup, c'est un concept que je n'aime pas pour toutes ces raisons-là, mais ça ne change pas grand-chose à la vie économique, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que la question pour nous, c'est quelle forme de vie sociale, économique et politique pour épanouir les groupes humains qui sont les nôtres. C'est ça la question. Comment on fait en sorte au sein des sociétés pour avoir des formes de vie économique, des formes de vie politique, des formes de vie sociale qui répondent aux besoins et qui assurent l'épanouissement du plus grand nombre. C'est ça notre objectif. Et ce qu'on devrait faire, c'est sortir justement d'une critériologie handicapante et qui n'est pas indicative, c'est-à-dire qui ne nous dit rien et qu'on peut utiliser juste comme ça, comme des notions dont on se repaît et qui fondamentalement ne changent rien. Donc du coup, on peut être dans le discours sur l'émergence pendant des années et des années. La croissance du PIB ne dit pas comment cette croissance est répartie, ne dit pas dans quelle mesure elle a amélioré le bien-être des gens ou pas. Les choses fondamentales et importantes que l'on doit savoir ne sont pas exprimées par ces indicateurs. Et ça devient des indicateurs que j'appellerais totémiques. Ça devient des totems qui nous voilent la réalité et sur lesquels on construit des discours qui, au fond, ne nous aident même plus à vraiment apprécier la réalité. Un pays en guerre, je prends l'Ukraine aujourd'hui. Si la guerre s'arrête, l'année prochaine, l'Ukraine aura 15% de croissance. Parce qu'elle aura vécu de la destruction, son PIB sera revenu en arrière et il suffit juste qu'il y ait quelques réalisations pour que par rapport à l'année d'avant, elle ait une croissance de 15%. Quand il y a eu le virus Ebola, un pays comme la Sierra Leone avait 18% de croissance. Quand le virus est arrivé, il n'y avait pas 2 ambulances qui fonctionnaient dans le pays. C'est-à-dire qu'on disait, voici un pays qui a 2 points de PIB, mais cette croissance-là, c'était dans un secteur donné, très restreint, le secteur minier était extraverti, les flux allaient à l'extérieur, elle n'était pas répartie dans le pays, elle n'améliorait pas la vie des gens, donc elle ne disait rien sur la réalité de la vie des gens. Ebola est arrivé, on s'est rendu compte que le système de santé était à terre, que dans le pays, il n'y avait pas 2 ambulances dans un pays qui avait 18% de taux de croissance. Donc c'est de cet imaginaire-là qu'on doit fondamentalement sortir, c'est ça le truc, c'est-à-dire quand vous avez une voiture qui ne marche pas, qui est tout le temps en panne, vous pouvez passer votre temps à la réparer, à un moment donné, vous comprenez qu'il faut changer de voiture. Et c'est ça, donc toute cette logorée-là autour de l'émergence, de la croissance, c'est de ça qu'il faut vraiment sortir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des problématiques sociales et économiques, mais ça veut dire qu'il faut mettre en place des dispositifs sémantiques et sémiotiques qui nous disent le réel et qui nous indiquent les horizons vers où on peut aller et qui nous permettent d'apprécier exactement où est-ce qu'on en est.
pense? Non, du tout. Parce qu'on ne le pense pas, parce que c'est un modèle en réaction, c'est-à-dire que nous subissons les effets de domination de l'économie mondiale et nous essayons de nous adapter. Mais rarement nous nous sommes posés en nous disant quelle est notre stratégie sectorielle, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'intègre dans le commerce international, comment on pense les modalités de notre présence dans l'économie monde à notre avantage. Et on est dans un jeu d'acteurs et de rapports de force qui fait que le modèle, il n'est pas pensé. Le modèle, il est subi. Il est subi et nous sommes dans une dynamique de réaction et nous sommes guidés par des institutions internationales, par des rapports de force, par des rapports de négociation qui font que sur énormément de secteurs, rares sont les secteurs pour lesquels nous avons eu une pensée autonome, endogène, que nous avons mis en œuvre avec nos moyens. Nous sommes toujours en train de nous réajuster. Et en faisant ça, les modèles économiques qui sont dans les pratiques économiques, ce qu'on appelle l'économie informelle, les manières dont on a à faire l'économie, on les méprise. Au lieu de les observer et de nous poser la question de savoir est-ce qu'on pourrait construire quelque chose d'important qui répond à nos besoins à partir de notre rapport à l'économie, informé par une longue histoire, par une culture, par des relations sociales, on passe notre temps à vouloir formaliser une économie dite informelle et à vouloir rattraper le train d'une modernité dont on nous a dit que nous serions en retard. On le pense, et il y a énormément de débats là-dessus. Il y a plusieurs problématiques maintenant. Effectivement, la question c'est quelle gouvernance et quelle gestion de ces ressources. Il y a des exemples dans le monde, des exemples qui sont plutôt bien, les pays du Nord, de l'Europe, la Norvège. Il y a des exemples qui ne sont pas à répliquer, donc le delta du Nigeria, le Venezuela, etc. Il y a la question écologique, il y a la question qu'on appelle le syndrome hollandais. Quand une économie devient pétrolière ou rentière, elle a le risque de ne plus diversifier ses sources de revenus. Et que tous les secteurs, même les enseignants, exemple au Tchad, ont trouvé beaucoup plus intéressant pour eux d'aller travailler sur des plateformes pétrolières que d'enseigner dans les classes de l'école primaire. Donc du coup, ce secteur-là absorbe les ressources et l'économie se fonde sur ces ressources. Et dès qu'il y a une crise dans ce secteur, c'est toute l'économie qui est affectée. C'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Donc du coup, effectivement, ça accroît les ressources de l'État. Et la grande question, on le sait, c'est comment est-ce que ce surplus de ressources est stérilisé? Comment est-ce qu'on le met dans un fonds à part, qu'on s'en sert pour des infrastructures socio-économiques de base, de la santé, de l'éducation, et qu'on ne dépense pas à la hauteur de ces ressources pétrolières qui sont fluctuantes et qui ne sont pas durables. Et comment est-ce qu'on ne réduit pas toute la diversité de l'économie? Ça, ce sont des vraies questions que les économistes se posent. Je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je vais même loin. Certains économistes se posent même aujourd'hui la question de savoir est-ce qu'il faut vraiment les extraire? Quand on pense au coût écologique, au coût à long terme de ces ressources, il y a même une réflexion qui consiste à dire est-ce que dans le long terme, on gagne? Mais comme nos États sont aux prises avec des contraintes financières et des contraintes de budget, donc bien évidemment, c'est une manne financière qui arrive. Mais les effets de cette manne financière sont à penser dans le long terme. Donc oui, mais il y a un oui, mais et je ne parle même pas de l'insécurité et des convoitises et des conflits qui peuvent émerger. C'est absolument important parce que la recherche, le savoir est un patrimoine humain que les humains produisent dans différents lieux, dans différents foyers de recherche. Et l'une des grandes difficultés, c'est de considérer qu'on doit être assigné à résidence sur un territoire et sur une géographie. Et c'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'une université qui ne s'ouvre pas, pour laquelle il n'y a pas de mobilité, elle dégénère, il y a de l'entropie. C'est sa dynamique ouverte. C'est-à-dire que si elle est incestueuse, si elle se reproduit, si elle n'interroge pas, si elle n'a pas de souffle nouveau, des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont d'autres manières de voir, qui ont d'autres cultures disciplinaires, qui ont d'autres corpus, qui posent d'autres questions, je dirais, elle dégénère. Et on a absolument besoin dans tous les espaces de recherche d'en faire des espaces ouverts. Si vous prenez la peinture, les arts, les questions spirituelles et philosophiques, vous voyez que dans tout le temps, les chercheurs de savoir et de sens se sont déplacés vers des lieux qui, à des moments donnés, étaient des foyers de créativité. Nul n'est resté sur place. Tous les gens qui cherchent à comprendre le monde, le voyage, la mobilité fait partie de l'expérience du monde. Et ça, c'est important pour nous de ne pas être dans une forme d'assignation territoriale qui ressemblerait à une forme de résistance, qui consisterait à dire la recherche n'aurait de valeur que si elle est territorialisée. Et vu le monde dans lequel on est, un monde ouvert technologiquement, qui fait que l'information circule, il y a une vitesse grand V, que de plusieurs lieux, on peut entrer en interaction, y compris la territorialité, elle n'a plus de sens en fait.
Et la patrie n'a pas de sens. La patrie du chercheur, c'est l'esprit humain. Et le chercheur va trouver l'esprit là où se trouve l'esprit. Et si on fait une généalogie de la pensée humaine, on se rend compte en fait ce qui l'a rendu féconde. C'est les échanges et les interactions à tous les niveaux. Donc du coup, les chercheurs doivent circuler pour se confronter à d'autres manières de faire, à d'autres problèmes, à d'autres problématiques, à d'autres expériences et les intégrer dans leur processus de réflexion. Et en plus, la condition de chercheur est une condition de quête ininterrompue et permanente. Les savoirs, il faut les renouveler. Il y a des savoirs qui deviennent obsolètes. Il faut les remettre, il faut les rendre pertinents à nouveau. Et ça, on ne peut pas le faire si on est coupé du flux de la recherche globale. Ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà avant de partir à Duc, j'avais encadré au moins plus d'une vingtaine de doctorants que j'ai fait soutenir entre 2009 et 2017. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'en tout cas dans mon champ disciplinaire ici, j'ai contribué à la relève. J'ai contribué vraiment suffisamment à telle enseigne qu'aujourd'hui, mes anciens doctorants, certains sont profs dans des facs sénégalaises, certains sont des agrégés. Ils sont non seulement profs, mais ils sont agrégés en économie. Donc du coup, ils assurent la relève. Alors, là où c'est intéressant, c'est de dire que dans un autre écosystème de savoir académique, j'acquiers d'autres compétences, d'autres regards et d'autres manières de faire. Et il y a des dispositifs qui existent pour continuer à être en dialogue et en interaction. Faire des séminaires doctoraux avec ceux qui sont là. Je continue à encadrer des thèses ici. Derrière, je sors de 2 soutenances de thèse. La première journée, je n'étais pas dans l'amphi parce que j'avais une soutenance le matin et l'après-midi. Et il y a même des formes de mobilité et d'échange que je peux mettre en œuvre entre des doctorants, des post-doctorants d'ici et l'université de Duc. Donc je pense qu'il faut le voir de ce point de vue-là. Moi, individuellement, l'expérience, elle m'enrichit. Donc je peux mettre en place des mécanismes de transmission avec des gens qui sont ici. Et je peux même faire circuler des doctorants, des post-doctorants dans d'autres espaces, dans des processus d'aller et retour. Et au-delà de ça, je pense que le geste de transmission le plus durable, c'est quand même les objets symboliques que nous on laisse, des livres qui consignent une réflexion, ou tout support et tout format qui dure dans le temps. Parce que c'est ça le vrai geste de transmission. Quand vous n'êtes plus là, physiquement, et que vous êtes décédé, comment vous transmettez? Vous avez laissé des ouvrages qui continuent à dialoguer avec les gens qui sont là. Et ça, c'est le plus grand geste. Et ça, c'est un geste qui dure dans le temps. Donc du coup, lorsqu'on se crée un espace pour être en mesure aussi de transmettre de cette manière-là, une transmission que j'appelle diachronique, qui laisse une trace, qui laisse une archive, qui laisse une réflexion, avec laquelle les gens vont être en dialogue, même si vous n'êtes plus là physiquement, c'est pour moi la transmission la plus importante. Et ça aussi, c'est important chez nous. Il n'y a pas que la transmission en synchronie pendant que vous êtes là. Il y a aussi ce que vous laissez comme nourriture de réflexion. Aujourd'hui, les gens avec lesquels je dialogue le plus, la plupart ne sont plus vivants.